Bonjour à tous et merci d'être nombreux à vouloir m'écouter. Alors voilà, mes parents ont émigré de Pologne en 1928, en grande partie à cause de l'antisémitisme qui régnait dans ce pays. Nous sommes arrivés en France parce que tout le reste de notre famille avait déjà émigré en France en nous écrivant en Pologne que la vie était quand même plus facile, qu'on avait la liberté, qu'on avait tous les avantages d'une démocratie qui n'existait pas dans notre pays d'origine. Nous nous sommes donc installés à Paris, dans un quartier très populaire. Évidemment, quand on arrive de l'étranger, qu'on ne connaît pas la langue ni la façon de vivre, on essaie de se regrouper pour essayer de continuer à vivre comme on avait l'habitude. C'est pas facile de parler d'intégration, mais là, dans ces conditions-là, c'était assez difficile. Finalement, nous nous sommes installés, je vous dis, dans ce quartier populaire où il y avait un grand nombre d'émigrés qui venaient s'installer dans ces quartiers, qui étaient des quartiers très pauvres, puisqu'on n'avait pas de on n'avait absolument aucun moyen. Et surtout, quand mes parents sont arrivés en France, c'était au moment de cette crise euh, mondiale qui sévissait, qu'il n'y avait pas beaucoup de travail. Alors heureusement, nous étions une famille assez nombreuse. J'avais des frères qui étaient beaucoup plus âgés que moi et qui se débrouillaient pour trouver des petits boulots pour essayer de nous faire vivre. Finalement, euh, j'ai fait mon école maternelle à Paris et l'école communale à Paris. Et je me souviens qu'à l'époque, ma mère, quand on partait pour aller à l'école, nous disait surtout, nous sommes des étrangers, nous avons été bien accueillis en France, alors essayez de rester très respectueux envers vos enseignants, parce que l'enseignement, c'est ce qui est le plus important dans la vie. Alors, ne répondez pas, ne vous faites pas remarquer. Et je vous assure que j'ai eu la leçon de morale pendant tout le temps de ma scolarité, tous les matins avant de partir à l'école. C'est dommage que ça a été supprimé, parce que ça a été vraiment très important, et ça m'a terriblement marqué justement cette leçon de morale que nous avons reçue. Finalement, on a vécu à peu près normalement. C'est difficile de dire normalement. On n'a jamais connu vraiment l'opulence. On a surtout connu la recherche des petits boulots pour amener quelque chose à la maison, alors qu'on était très jeunes. Mais finalement, j'ai gardé un très bon souvenir parce que nous avions une famille très aimante, très soudée. Nous avions tout le reste de notre famille qui habitait dans le même quartier. Et pour moi, cette misère ne m'était pas pénible parce que on n'avait connu que ça. Alors finalement, c'était devenu tout à fait normal. Bon, je vais un petit peu abréger parce que je pense que le temps est assez court. Pour en arriver, bon, on a vécu, je vous dis, à peu près normalement jusqu'à la déclaration de la guerre en 1939. J'ai un de mes frères aînés qui est parti au service militaire en 1937. Et en 1939, du fait que la guerre s'est déclarée, le service militaire à l'époque était de 2 ans, donc il n'a pas été démobilisé. Donc au moment de la déclaration de la guerre, il était dans l'armée. J'avais encore 2 frères à la maison. Non, j'avais encore 3 frères à la maison, ma sœur et moi, et mes parents. Donc, on est arrivé, quand il y a eu la déclaration de la guerre, il y a eu un petit peu de remue-ménage. On a envoyé les enfants des écoles dans les campagnes, soi-disant que Paris a été bombardé. Puis, au bout de quelques mois, on nous a fait revenir, puisque on peut dire qu'entre 39 et 40, ce qu'on a appelé la drôle de guerre, il ne s'est pratiquement rien passé. Puis, vous savez, nous, les enfants, moi, en 1940, disons, j'avais 12 ans. Alors, vous savez, quand les parents étaient certainement au courant de beaucoup de choses, mais vous savez, on n'en parlait pas devant les enfants, et puis on n'avait pas l'impression, du fait que ça ne bougeait pas, que ça ne nous concernait pas. Et malheureusement, on est arrivé comme ça jusqu'en 1940, où au mois de mai, les Allemands ont déclenché cette grande offensive. Ils ont contourné donc la frontière française pour passer par la Belgique et par le Luxembourg pour envahir la France. Donc ils sont rentrés à Paris au mois de juin 1940. Et ça a été une catastrophe nationale parce que finalement l'armée française à l'époque était réputée pour être la plus importante, la plus forte d'Europe, et malheureusement elle a capitulé en à peine 3 semaines, un mois.
Alors ça a vraiment été une catastrophe naturelle, nationale, et puis de voir tous ces gens de Belgique, de Hollande qui fuyaient l'arrivée des Allemands parce qu'ils avaient gardé un très mauvais souvenir de la Première Guerre mondiale. Alors il y a eu cet exode sur les routes où il y a eu des massacres terribles. Finalement, tout ça pour rien, puisque les Allemands étaient mieux équipés pour les rattraper. Chez nous, nous n'avons pas bougé parce que nous ne savions pas où aller. On n'avait pas les moyens non plus d'aller quelque part, donc on est resté à la maison. Donc, arrivé donc au mois de juin 40, c'est l'année où j'ai passé mon certificat d'études. J'avais 12 ans. Vous voyez, on était déjà en avance. Et donc, je ne suis plus jamais retourné à l'école, puisqu'en 1940, l'école a fermé. Nous avons ensuite, évidemment, quand les Allemands sont arrivés en France, ils ont commencé par récupérer l'Alsace et la Lorraine, l'Alsace et la Moselle qu'ils avaient perdu pendant la Première Guerre mondiale. Ils ont donc annexé l'Alsace, qui était devenu un département du Reich. Et ensuite, ils ont occupé le nord de la France. Et ils ont fait une ligne, ils ont séparé la France en deux, c'est-à-dire qu'ils ont fait une ligne de démarcation qui partait du nord de la France jusqu'à la Loire. Et l'autre partie était considérée comme ce qu'on appelait la zone libre. Donc, arrivé à cet endroit-là, évidemment, c'était difficile de communiquer entre la zone occupée et la zone libre. Et ça s'est passé donc en juin 40. Et à cette époque-là, Pétain a reçu les pleins pouvoirs. En juillet 1940, il a reçu les pleins pouvoirs, et le principal rôle de ce maréchal Pétain, où la France était complètement démoralisée, complètement détruite, était complètement à genoux, son seul souci était de s'occuper des problèmes des Juifs. Donc il a instauré le statut des Juifs en octobre 1940, c'est-à-dire 3 mois après l'entrée des Allemands dans Paris, alors que les Allemands à l'époque ne lui demandaient rien. Il a fait ça de sa propre initiative. Donc il a fait ce programme qu'on a appelé le statut des Juifs. Alors le statut des Juifs concernait, qui était un statut assez éprouvant, c'est-à-dire qu'il fallait que toutes les familles juives aillent se faire recenser dans les commissariats de police, c'est-à-dire de donner l'adresse, notre nom, le nombre de personnes qui occupaient le foyer. Ensuite, une fois que et alors sur les cartes d'identité, ils ont commencé à mettre un tampon rouge où il y avait marqué juif dessus. Donc toute la population qui a été se faire recenser était donc cataloguée comme juif dès l'instant où il y avait des contrôles de police. Ensuite, dans ce statut des juifs, il y avait le couvre-feu. Nous n'avions pas le droit de sortir après 20 heures. Dans les transports en commun, nous n'avions le droit qu'au dernier compartiment. On ne pouvait pas monter dans les autres, c'était interdit. Tous les endroits publics étaient interdits. Par exemple, les jardins d'enfants, les squares où on allait jouer, sur les grilles, il y avait marqué « interdit aux juifs et aux chiens ». Et nous avions le droit, les Allemands commençaient déjà à bien se servir, pour aller faire nos courses dans les magasins. On avait le droit d'y aller qu'à partir de 16 heures. Alors évidemment, quand on arrivait, il n'y avait plus rien puisque les restrictions avaient commencé de très bonne heure. Alors évidemment, la vie a commencé à être très difficile. Alors disons que ma sœur, qui avait 2 ans de plus que moi, elle a continué à aller, à l'époque on appelait ça les écoles complémentaires après le certificat d'études, mais moi à 12 ans j'avais arrêté l'école, et pour subvenir aux besoins de ma famille, attendez, je vais revenir un petit peu en arrière pour vous expliquer pourquoi on s'est retrouvé seul avec ma sœur et mon petit frère, parce que en 1941, en mai 41, Pétain a sorti une nouvelle loi, c'est-à-dire que ils ont envoyé des convocations à la maison. Ce n'étaient pas des rafles à l'époque, c'était des convocations personnelles pour les juifs d'origine étrangère, d'aller dans les commissariats de famille, dans les commissariats de police pour affaires de famille.
Et là, c'est ce qu'on a appelé la rafle du billet vert, parce que la convocation était écrite sur un billet vert. Donc, comme nous étions très respectueux des lois de la République, vous savez, on n'avait jamais eu affaire à la police, on était quand même une communauté très discrète, hein, on faisait notre possible pour pas se faire remarquer, donc on obéissait aux lois. Dès l'instant où ça venait de la préfecture de police, on leur faisait confiance. Donc deux frères se sont présentés au commissariat de police à la date qui était prévue, et là ils ont été arrêtés. Je crois que ce jour-là, ils ont arrêté 4000 personnes. Alors évidemment, dans les rues, ça ne se voyait pas parce que c'était sur convocation. Donc l'autre partie les gens qui vivaient à Paris ne se rendaient pas compte que des gens avaient été arrêtés. Donc mes deux frères se sont présentés au commissariat de police et on ne les a jamais revenus. Ils avaient ouvert 2 camps d'internement dans le Loiret. Un qui s'appelait Pithiviers et l'autre Bonne-la-Rolande. Donc tous ces hommes de 16 ans à 50 ans ont été internés dans ces camps. Mon frère, il est resté donc de juin 42. Non, je m'excuse, hein, je commence. Donc, de juin 41 jusqu'en juin 42. Où à ce moment-là, ils ont commencé à faire les premières déportations. Donc, mes deux frères ont été déportés avec le convoi numéro 4, parce que chaque convoi qui partait en Allemagne portait un numéro. Donc, il y avait déjà 4 convois qui étaient partis, donc, en juin 42. Et mon frère avait 19 ans, malheureusement, ça a été les premiers qui ont été déportés de France, et malheureusement, ils ne sont jamais revenus. Donc, à partir de 42, la vie a été vraiment très difficile pour nous, mais enfin, heureusement, nous étions dans un quartier, comme je vous dis, très populaire, où il y avait une très forte solidarité entre les gens, et on a quand même été aidés par pas mal de gens qui habitaient dans ce quartier, qui n'étaient pas juifs. Par exemple, les commerçants, quand ils avaient des invendus, venaient nous les porter. Enfin, vous voyez, on a vraiment été soutenus par toute cette population qui était quand même très solidaire à l'époque. Il n'y avait absolument aucun problème d'antisémitisme ou de racisme. Tout le monde vivait en bonne intelligence. On n'a jamais eu de problème dans ce quartier-là à l'époque. Et puis finalement, on est arrivé comme ça, péniblement, jusqu'à cette fameuse rafle du Veldiv, où il y avait quand même des bruits qui couraient, qu'il y allait avoir des rafles, parce qu'il y a quand même quelques policiers conscients qui venaient prévenir les gardiennes d'immeubles en disant si vous avez des locataires, dites-leur de ne pas rester chez eux, il va y avoir une rafle. Mais jusqu'à présent, comme il ne raflait que des hommes, les hommes qui n'avaient pas encore été raflés, si vous voulez, sont partis se cacher, n'ont pas dormi chez eux, mais dans les appartements restaient que les femmes, les enfants et les vieillards, et les personnes âgées. Donc, on n'a pas fait attention, on s'est dit on risque rien, puisque on n'a plus d'adultes, on n'a plus d'hommes à la maison. Et puis finalement, le matin de bonne heure, vers 6 heures du matin, on a entendu des grands bruits dans les escaliers. On a vu arriver, on s'est mis à la fenêtre parce qu'on se demandait ce qui se passait. On a vu arriver des policiers en uniforme et en civil qui montaient dans les étages. Évidemment, du fait qu'il y avait eu le recensement, ils avaient les fiches. Chaque policier avait une dizaine de fiches pour arrêter tant de personnes. Alors ils tapaient aux portes et puis les gens qui ne voulaient pas ouvrir, ils défonçaient les portes, ils les faisaient sortir de force. Enfin, ça a été quelque chose d'épouvantable. Des femmes, il y avait quand même des familles nombreuses, des femmes qui descendaient avec les enfants, qui hurlaient, qui pleuraient, qui se demandaient pourquoi on venait les arrêter. Vous aviez quand même... J'ai vu descendre moi des vieillards sur des civières parce qu'ils ne pouvaient plus marcher. Enfin, tout le quartier, vous voyez, j'habitais à Belleville, dans un passage qui s'appelait le passage Ronce, où ce jour-là, ils ont arrêté 86 personnes rien que dans ce passage qui devait faire 200 mètres de long. Vous vous rendez compte la proportion de gens qu'ils ont pu arrêter, et toutes ces rafles ont été vraiment très importantes dans les quartiers populaires, c'est-à-dire le 20e, le 18e, le 4e arrondissement, le 10e, le 11e. Vous voyez, tous ces quartiers où il y avait quand même une forte population d'émigrés.
Alors, on est resté à la fenêtre toute la matinée en se demandant mais qu'est-ce qui se passe? Parce on était absolument au courant de rien, on comprenait pas ce qui était arrivé. Les autobus étaient garés au coin du boulevard et on voyait les policiers qui précipitaient tous ces gens qui étaient assemblés dans la rue dans ces autobus. Et la rafle a duré quand même pratiquement toute la matinée dans le quartier. Et nous, on était toujours à la fenêtre en se demandant ce qui se passait parce qu'ils sont pas venus chez nous. Une fois que la rafle a été terminée, ma mère, très inquiète évidemment, puisque toute notre famille habitait dans le même quartier, avait demandé à ma sœur et à moi d'aller voir dans le quartier, déjà d'aller aux nouvelles, de voir ce qui était arrivé, puis de voir si les membres de notre famille avaient été arrêtés. Donc je suis parti avec ma sœur. Donc je vous dis, moi, en juin 40, j'avais 14 ans, et ma sœur avait 16 ans. Donc on est partis chacune d'un côté. J'ai fait le tour du quartier, évidemment, je n'ai retrouvé personne de ma famille. Et je suis revenu à la maison, évidemment. Et ma mère, quand je lui ai dit que j'ai retrouvé personne, j'avais ma belle-sœur, mon frère qui était à l'armée, était marié, il avait donc sa femme, et un petit garçon de 4 ans qui habitait du côté de la place de la République. Alors ma mère, toujours très inquiète, me dit « Va donc voir chez ma belle-sœur, donc la femme de mon frère, ce qui s'est passé là-bas, parce que nous, dans notre idée, on pensait que ça s'était passé que dans notre quartier. On ne savait pas que ça s'était passé dans beaucoup de quartiers de Paris. Donc, ma sœur est partie de son côté chez une de mes tantes qui habitait un peu plus loin, donc je ne l'ai pas revue. Et moi, je suis retourné donc place de la République pour aller chez ma belle-sœur pour voir ce qui s'était passé. Et quand je suis arrivé là-bas, la gardienne était sur le pas de la porte. Et elle me dit, oh ben écoutez, c'est pas la peine de monter dans l'appartement. Votre belle-sœur, sa mère et sa sœur sont cachés dans la chambre de bonne. Donc, dans le quartier où ils habitaient, enfin dans l'immeuble où ils habitaient, il y avait pratiquement pas eu de rafle. Donc, eux, ils avaient été prévenus, donc ils étaient cachés dans cette chambre de bonne. Donc, je suis monté dans le 6e étage, là où ils étaient cachés. J'ai trouvé ma belle-sœur en larmes. Ben, je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors elle, tous les ans, mon petit-neveu qui avait 4 ans, elle l'envoyait dans une petite maison d'enfants pour passer les vacances à La Varenne, qui était à une vingtaine de kilomètres de Paris. Alors elle me dit, nous, on ne peut pas sortir parce que dans le quartier, on nous connaît, les policiers, vous savez, ils connaissaient, il y avait la police de proximité à l'époque, ils connaissaient quand même les gens. Donc ma belle-sœur n'osait pas sortir et elle me demande, est-ce que tu peux aller jusqu'à La Varenne, aller chercher le petit qui est là-bas, parce que ils avaient quand même reçu un message, les directeurs de cette petite maison d'enfants avaient été arrêtés. Monsieur et Madame Zisman, qui étaient très connus, donc, ils étaient arrêtés. Ils disaient aux gens de venir récupérer les enfants qui étaient à l'abandon dans cette petite pension de famille. Alors j'ai pris le train. À l'époque, il y avait un petit train qui partait de la Bastille, qui allait jusqu'à La Varenne. J'ai donc pris le train. Vous savez, à 14 ans, je passais inaperçu, parce que vous savez, les gens qu'on remarquait, c'était des familles nombreuses qui se promenaient ou des gens qu'on remarquait plus ou moins physiquement. Enfin, moi, je passais inaperçu. Je suis donc arrivé à La Varenne où j'ai récupéré mon petit-neveu qui avait 4 ans et je suis revenu donc le ramener à la République, à l'appartement de ma belle-sœur. Et puis, et comme on n'avait pas le droit de sortir après 20h, ma belle-sœur, elle me dit, écoute, tu vas pas sortir maintenant, prendre des risques, reste dormir avec nous, on verra demain matin. Alors évidemment, le lendemain matin, je me suis levé de bonne heure parce que je me suis dit, mes parents qui m'ont pas vu rentrer de la nuit, vous savez, nous, à l'époque, à 14 ans, on traînait pas dans les rues, on passait une nuit dehors. Alors je suis parti de bonne heure le matin pour retourner chez mes parents et quand je suis arrivé, le commissariat de police s'était rendu compte qu'ils avaient oublié de passer chez mes parents et dans ce laps de temps où je n'étais pas à la maison, et donc ils sont venus arrêter mes parents et mon petit frère qui avait 11 ans. Et quand je suis monté à l'appartement, quand ils arrêtaient les gens, ils mettaient les scellés sur les appartements. Donc ils ne pouvaient plus rentrer. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je suis descendu dans la rue. Je me suis caché derrière une porte cochère et j'ai attendu. Non, j'ai été voir si je retrouvais ma sœur, parce que je savais qu'elle avait été chez une de mes tantes. Alors quand je suis arrivé où ma sœur
était censé être, il n'y avait plus personne. Il n'y avait ni ma tante, ni ma cousine, ni ma sœur. Donc je me suis retrouvée toute seule dans la rue sans savoir où aller. Alors je me suis dit, faut trouver une solution, hein. Je ne pouvais pas rester caché derrière cette porte. Donc je suis retourné place de la République où habitait ma belle-sœur en disant, je vais retourner chez elle. Et quand je suis arrivé, la gardienne me dit, non, écoute, quelqu'un est venu les chercher pendant la nuit, mais en fait, t'inquiète pas, ils n'ont pas été arrêtés. C'est de la famille ou je sais pas qui est venu les chercher, ils ne sont pas là. Alors je me suis trouvé devant cette porte et j'ai commencé à pleurer. Alors la gardienne me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit, mes parents ont été arrêtés et je ne sais pas où aller. Alors elle m'a dit, oui, c'est bien embêtant, comment faire? Enfin finalement au bout d'un moment elle me dit, écoute, hein, tu rentres dans ma loge et puis on va voir ce qu'on peut faire. Donc cette dame m'a fait rentrer dans sa loge et puis elle m'a gardé une quinzaine de jours pour trouver une solution pour savoir quoi faire. Hein, parce que, vous savez, les loges de gardienne, les gens rentrent et sortent, et puis ils n'avaient pas de grands appartements, ils avaient juste une pièce avec un rideau puis un lit derrière, c'est tout ce qu'il y avait. Alors à chaque fois que la porte s'ouvrait, évidemment, j'étais obligé de me cacher derrière le lit, pour pas qu'on me voie, parce qu'à 14 ans quand même, j'étais pas une petite fille. Et puis finalement, au bout d'un certain temps, elle m'a dit, il faut trouver une solution parce que c'était et dangereux pour elle et dangereux pour moi. Hein, parce que il y a quand même pas mal de gens qui risquaient quand même de gros parce qu'il y avait quand même des affiches qui étaient placardées dans les rues de Paris en disant que les gens qui essaieraient de sauver les Juifs risquaient de se faire arrêter également. Alors évidemment, c'était... Et puis vous savez, les dénonciations ont commencé à arriver régulièrement. Alors évidemment, tout le monde se méfiait des uns des autres. Alors, au bout d'un moment, on avait trouvé la solution, comme mon frère, qui était militaire, son régiment avait échappé à l'encerclement des Allemands. Ils avaient réussi à passer cette ligne de démarcation qui coupait la France en deux pour se retrouver donc en zone libre. Et mon frère s'est donc retrouvé à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, avec une partie de son régiment qui avait échappé pour ne pas être prisonnier de guerre. Donc, cette gardienne m'a dit, écoute, je suppose qu'à l'époque, elle devait faire partie déjà du Parti communiste qui était déjà bien implanté à Paris. Donc, elle avait quand même des relations dans ce parti. Elle m'a trouvé un passeur en me disant, moi, la seule solution qui me reste, c'est de retrouver mon frère qui est en zone libre, puisque je n'avais plus personne où aller. Donc, elle m'a trouvé ce passeur qui, effectivement, m'a emmené jusqu'à Bordeaux. Et arrivé à Bordeaux, quand on est descendu sur le quai, je me suis rendu compte qu'il convoyait une vingtaine de personnes, des familles entières qui avaient échappé à la rafle et qui essayaient de franchir cette ligne de démarcation pour arriver en soi-disant zone libre. Donc il nous a mis dans un hôtel en disant qu'il allait revenir nous chercher le lendemain matin pour nous emmener à Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan, c'était en bordure de la forêt des Landes. On devait traverser donc la ligne dans les Landes. Donc on a passé la nuit dans l'hôtel et le lendemain matin on s'est préparé pour partir. Et malheureusement, ce monsieur avait encaissé l'argent de tous ces gens qui convoyaient et il n'est jamais revenu. Alors, je connaissais personne, hein, puisque moi les gens je les ai vus que sur le quai de la gare quand je suis descendu à Bordeaux. Alors tout le monde s'est dispersé, puis moi je me suis retrouvé toute seule à Bordeaux. Alors là, ça a été la catastrophe en me disant, à Paris je me serais peut-être débrouillé, mais à Bordeaux, vous savez, moi j'avais jamais pris le train, j'avais jamais été nulle part, hein, on n'avait jamais quitté notre quartier. Alors il nous avait expliqué quand même le passeur la veille qu'on allait prendre le car qui partait d'une gare routière de Bordeaux et qui allait nous emmener à Mont-de-Marsan. Alors j'ai demandé le chemin pour aller à la gare routière. Et quand je suis arrivé là-bas, effectivement, j'ai trouvé les cars qui partaient en direction de Mont-de-Marsan. Alors, au moment du départ, je me suis approché du car, les gens commençaient à monter, et puis moi, j'étais devant le car, je n'osais pas monter parce que j'avais pas d'argent. J'avais rien, pas de papier, pas d'argent. Et le chauffeur, au moment de démarrer, me voit sur le pas de la porte, là, il descend, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là, où tu vas? D'abord, la première question, où sont tes parents? Vous savez, quand on voit une gamine tout seule dans un pays, les gens dans les petits pays se connaissent. Hein. Alors, je lui dis, je voudrais aller à Mont-de-Marsan. Il me dit, mais pourquoi faire?
Alors évidemment, j'ai commencé à lui raconter mon histoire, hein, j'avais pas d'autre solution. Il m'a dit: «Bon, bah, écoute, je vais voir ce que je peux faire». Il m'a dit: «Monte dans le car». Je dis: «Mais j'ai pas d'argent pour payer». Il m'a dit: «Bon, ça fait rien, heureusement». J'ai quand même rencontré des gens qui étaient quand même assez complaisants. Disons qu'avec une gamine de 14 ans, ils prenaient moins de risques qu'avec des familles entières, hein. Donc nous sommes arrivés à Mont-de-Marsan et il m'a dit de rester à côté de lui, que lui, du fait qu'il était originaire de cette ville, il avait quand même beaucoup de relations, enfin des copains qui, eux, connaissaient comment dire, la forêt des Landes. Vous savez, quand on habite en bordure des forêts, les gens du pays connaissent les coins. Alors, on a fait plusieurs bistrots avec ce monsieur en demandant à ses copains: «Est-ce que quelqu'un peut faire franchir la ligne à cette gamine qui est toute seule?» Et puis effectivement, bah, c'était, fin juillet, début août. Bah, la frontière était doublement gardée parce que tous les gens qui n'avaient pas été arrêtés, bah, se précipitaient à ces points de passage pour essayer de franchir cette frontière et c'était doublement gardé. Et les gens du pays qui faisaient ça, eux, bénévolement, ils ne se faisaient pas payer. Heu, Tous ceux qu'on a été trouvés, on disait: «Écoutez, on est désolé, on peut pas passer en ce moment, il y a trop de risques. C'est trop gardé, il y a trop de risques». Alors évidemment, une fois qu'on a fait 2-3 cafés comme ça, qu'il a été voir tout le monde, bah, ce brave homme il savait plus quoi faire. Alors il y a un jeune homme qui est venu me trouver en me disant: «Eh beh, écoutez, mes parents ont une petite maison en bordure de la forêt des Landes, je vais vous emmener là-bas, je vais vous expliquer comment il faut passer, hein, je vais vous faire le croquis, enfin je vais vous expliquer, mais moi je ne passe pas». Bah, je dis: «Ça fait rien, il fallait bien libérer ce monsieur qui ne savait plus quoi faire de moi». Je suis donc parti avec ce jeune homme qui m'a emmené donc en bordure de la forêt des Landes. Et là, on est descendu dans un fossé. Il a commencé à m'expliquer le trajet que je devais faire à l'intérieur de cette forêt pour des chemins qui étaient moins gardés que d'autres. On est resté un bon moment, donc on a attendu qu'il fasse nuit, bien sûr. Au mois d'août, hein, il fait nuit assez tard. Alors il a commencé par m'expliquer qu'il y avait une grande étendue découverte. Au loin, on apercevait la forêt. Qu'une fois que je serais rentré dedans, j'avais trouvé une ligne de chemin de fer désaffectée. Il m'a fait un croquis avec des chemins de traverse dans la forêt, un croquis à droite, un croquis à gauche, vous savez, sommairement, et puis il est parti. Alors j'ai attendu qu'il fasse nuit pour sortir de ce fossé. Et une fois que la nuit est tombée, bah, je suis sorti et croyez-moi qu'à 14 ans, on court vite, hein. Et je suis rentré dans la forêt, effectivement, j'ai trouvé cette ligne de chemin de fer que j'ai longée pendant un bon moment. Puis ensuite, quand il a commencé à faire nuit noire, eh ben, j'ai commencé à paniquer parce que je me rappelais plus, je retrouvais plus le chemin qu'il m'avait indiqué. Et j'ai marché comme ça toute la nuit dans cette forêt. Alors vous savez, il en passe des idées dans la tête parce que nous, notre éducation à l'époque, c'était les contes et légendes. Quand on était perdu dans la forêt, on risquait de se faire euh, enfin, tout ce qui peut arriver, vous savez, dans ces contes d'enfants, qu'on pouvait être enlevé ou dévoré par des bêtes fauves, enfin, vous voyez, tout ce qui peut passer dans la tête. Et puis tous les bruits que je faisais, vous savez, en marchant le long des lignes de chemin de fer, il y a des gros cailloux, tous ces bruits étaient répercutés. J'avais l'impression que la forêt, elle résonnait. Alors j'ai marché comme ça toute la nuit, complètement paniqué, sans savoir où j'allais. Et puis vers 5h, 5h30, commençait à peine à faire jour, j'ai aperçu une ferme. Alors je me suis dirigé vers cette ferme, et là il y a un brave paysan qui est sorti, complètement affolé, en me disant: «Mais qu'est-ce que tu fais là en pleine nuit? Où sont tes parents?» Toujours la même question. Alors je lui dis: «Bah, je me suis perdu, je ne sais pas où je suis où?» Alors il me dit: «Bah, à Grenade-sur-l'Adour». Grenade-sur-l'Adour, je dis: «C'est où?» Alors il me dit: «Tu voulais franchir la ligne?» J'ai dit: «Oui». Bah, il me dit: «Tu as de la chance parce que j'avais réussi à passer sans m'en rendre compte». Alors il m'a dit: «Bon, bah là, où veux-tu aller maintenant?» Bah, j'ai mon frère qui est à Pau, mais je ne sais pas où est Pau. Alors il m'a dit: «Oui, bah Pau, c'est à peu près une 40, une 50 kilomètres de Grenade-sur-l'Adour». Il m'a donc fait rentrer dans sa ferme où il m'a nourri, bien sûr, parce que ça faisait plus de 48 heures que je n'avais rien mangé. Je me suis reposé un petit peu et il m'a dit: «Il y a un car qui part à 6h du soir sur Pau, à 10 kilomètres de là». Alors il avait encore une carriole avec un vieux cheval, il m'a emmené jusqu'à l'arrêt de l'autobus, il m'a donné un peu d'argent, vous voyez? Toujours des gens, quand même assez serviables pour l'époque. Donc j'ai pris ce car à 6h du soir et je suis arrivé à Pau à 9h du soir, hein.
Et à 9h du soir, donc j'avais l'adresse où se trouvait mon frère, j'ai été le trouver, puis quand il m'a vu, il m'a dit: «Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé?» Alors je lui ai expliqué que toute la famille avait été arrêtée, puis, tout ce qui m'était arrivé. Alors évidemment pour me loger, parce que lui il n'avait pas encore été démobilisé, ils étaient dans la caserne à Pau, donc il pouvait pas me loger dans la caserne. Il m'a donc trouvé une chambre de bonne à Pau, dans un grenier, où il m'a installé, et tous les jours, il venait me porter à manger, bien sûr, il venait me porter des livres, parce que vous savez, il faut bien s'occuper. Et puis il y avait, en zone libre, il y avait quand même la chasse, comme c'était quand même sous le gouvernement de Pétain, il y avait la chasse aux étrangers, parce qu'à l'époque, Pétain n'avait pas encore donné l'ordre d'arrêter les juifs d'origine française. Donc, mon frère, lui, qui était français, et moi qui étais polonaise, on portait le même nom, donc on pouvait pas sortir, hein. Si on avait été arrêté par la police, on- lui il risquait gros, et puis moi aussi. Alors finalement, je suis resté dans ce grenier du mois d'août jusqu'au mois de novembre 42. Et en novembre 42, les Américains avaient débarqué en Afrique du Nord, donc les Allemands en représailles ont occupé toute la France. Donc il y avait plus de ligne de démarcation, il y avait plus rien. Et c'était géré, donc les Allemands donc occupaient la France. Il faut vous dire aussi que à partir de juin 40, Pétain avait passé un pacte oh, de collaboration avec Hitler. Alors évidemment, les mêmes lois qu'on avait subies en zone occupée, étaient devenues les mêmes lois donc en zone libre. Alors, au bout de quelques temps, mon frère, avec une partie de son régiment, ont décidé de quitter la France parce qu'ils savaient très bien que ce qui allait se passer. Hein, et il y avait déjà pas mal déjà de rafles, quand on disait la zone libre, de tous les Allemands et les Autrichiens qui s'étaient réfugiés, qui étaient contre le régime d'Hitler, qui avaient déjà tous ces étrangers allemands et autrichiens étaient, comme ils étaient d'origine allemande, si vous voulez, donc pour eux, c'était des ennemis de l'Allemagne, avaient déjà été internés. Tous ces gens-là avaient déjà été internés dans le sud de la France, dans des camps à Gurs, à Rivesaltes, enfin dans tous ces camps, ces gens-là avaient déjà été arrêtés. Donc mon frère savait très bien il était adulte, lui, il savait très bien ce qui allait se passer. Donc ils ont décidé avec une dizaine de personnes de son régiment de quitter la France, de passer par l'Espagne pour rejoindre la France française libre en Afrique du Nord. Donc, lui, il est parti. Enfin, ils sont partis avec des passeurs militaires, hein, puisqu'il ne prenait que des militaires là pour passer. Donc, il m'a donné tout l'argent qu'il avait disponible en disant: essaie de trouver une famille pour s'occuper de toi, ou alors aller travailler dans une ferme, mais enfin, je ne pouvais pas rester dans mon grenier toute seule. Une fois que mon frère a été parti, je me suis dit: bon, puisqu'il n'y a plus de zone, il y a plus de ligne de démarcation, je connais personne à Pau, puisque j'étais jamais sorti, moi, pendant les 2-3 mois que j'étais là-bas. Alors je me dis, je vais reprendre le train, je vais remonter à Paris, peut-être, dans mon idée, j'avais dit, mes parents étaient âgés, mon petit frère avait 11 ans, je me suis dit, c'était peut-être qu'un contrôle de police, ils sont peut-être revenus. Donc, je suis remonté à Paris, je suis retourné dans le quartier, évidemment, pour voir si je retrouvais mes parents. Il y avait toujours les scellés sur l'appartement. J'ai encore fait le tour du quartier, puis il y avait toujours personne. Donc je suis retourné voir la gardienne qui m'avait caché. Alors quand elle m'a vu arriver, elle a été un peu surprise. Enfin, elle m'a encore hébergé quelque temps. Et puis au bout d'un moment, eh bien, elle a trouvé la solution. C'est-à-dire que les enfants qui étaient nés de parents étrangers, mais qui étaient nés en France, n'avaient pas encore été arrêtés, puisque la loi pour arrêter les enfants est venue beaucoup plus tard de Pierre Laval, qui avait dit: puisque vous avez déporté les parents, maintenant vous vous occupez des enfants. Alors, elle m'avait trouvé un hébergement dans un foyer juif qui était régi par l'UGIF, rue Vauclin. C'était une école rabbinique qui avait été transformée en orphelinat. Donc elle m'avait trouvé cet hébergement, donc j'ai été me présenter auprès du directeur. Mais les enfants qui étaient placés dans cet orphelinat étaient placés par la préfecture de police, puisqu'ils avaient arrêté les parents, mais pas les enfants avaient été placés dans ces orphelinats. Et moi j'étais arrivé
toute seule, donc j'étais pas fiché par la police encore. Alors le directeur me disait: «Bon, bah, écoute, dans la journée, tu peux rester là, mais la nuit, c'est dangereux parce qu'ils viennent faire des contrôles pour voir si tous les enfants sont bien là». Parce que vous saviez à l'époque, quand il y a eu les rafles du Veldiv, les gens quand même commençaient à comprendre et commençaient à se manifester pour essayer de sauver le maximum d'enfants. Alors évidemment, vous avez beaucoup d'organismes, entre autres la rue Amelot, Lozé, beaucoup d'organismes qui essayaient de faire sortir ces enfants parce que ces orphelinats étaient des véritables pièges. Hein, quand ils avaient besoin de compléter des transports pour aller en Allemagne, ben, ils venaient chercher les enfants. Alors évidemment, l'orphelinat commençait à se vider, et puis nous, le soir, il fallait que le directeur de l'établissement nous trouve des hébergements pour dormir, puisqu'on ne pouvait pas dormir à l'orphelinat. Alors on dormait ou dans des caves, enfin où on pouvait. Souvent des gens qui voulaient nous héberger pour une nuit, 2 nuits, mais pas plus, parce qu'ils avaient peur d'être dénoncés. Alors finalement, petit à petit, cet orphelinat s'est vidé. On m'a envoyé dans un autre orphelinat dans le 18e arrondissement, où là, je venais d'avoir 15 ans. Alors on s'occupait des enfants, on s'occupait comme on pouvait, et on était quelques adolescents quand même. Et le directeur un jour me dit: «Oh bah tiens, j'ai commandé quelque chose au bazar de l'hôtel de ville à Paris, comme toi, tu peux sortir». Parce que le port de l'Étoile a été fait bien avant la rafle du Veldiv, elle a été faite au mois de juin. Le port de l'étoile jaune obligatoire qu'il fallait aller chercher dans les commissariats. Donc on portait l'étoile jaune sur nos vêtements, donc on était repérable. Mais quand on sortait, quand je sortais toute seule, je la retirais pour pas qu'on la voie. Donc j'ai été donc faire cette course à l'hôtel de ville, et en sortant du métro, il y avait un contrôle de police. C'était pas une rafle, c'était juste un contrôle de police, comme ça se faisait régulièrement dans toutes les rues de Paris. Et arrivé à mon tour, quand je suis sorti du métro, on m'a demandé mes papiers d'identité, j'en avais pas. Puis à l'époque, à 15 ans, c'était pas obligatoire. Alors je lui ai dit: écoutez, je viens d'avoir 15 ans, j'ai pas de papier d'identité, c'est pas obligatoire. Alors ils ont commencé à me demander comment je m'appelais. Je n'ai pas voulu dire mon nom parce que j'avais un nom d'une consonance étrangère. Quand ils m'ont demandé où j'habitais, j'ai pas voulu leur dire que j'étais dans un orphelinat. Enfin, finalement, il y en a un qui m'a bien secoué, et puis qui m'a dit: puisque tu veux pas répondre, on t'emmène au commissariat de police. Alors là, arrivé au commissariat, évidemment, au bout de quelques temps d'interrogatoire, j'ai fini par dire mon nom quand même, et comme ils avaient les fichiers, j'étais marqué dessus pour être arrêté avec mes parents. Donc ils m'ont gardé au commissariat de police une partie de l'après-midi. Et le soir, il y a un car de police, qu'on appelait à l'époque des paniers à salade, avec des cellules à l'intérieur. Alors, vous savez, quand vous vous retrouvez à 15 ans... Non, je vais essayer d'abréger. Quand vous vous retrouvez à 15 ans dans une cellule, ça fait un drôle d'effet, parce que le car de police, ça fait tout le tour des commissariats de Paris pour récupérer tous les gens qui avaient été arrêtés, pour les emmener à Drancy. Donc, je suis arrivé au camp de Drancy. Là, à l'entrée, il y avait la fouille des gendarmes pour voir si on possédait des objets de valeur. Enfin, je suis resté très peu de temps à Drancy, puisque je suis arrivé à Drancy fin juillet, début août. Et ensuite, à ce moment-là, on nous a signalé qu'on allait faire partie du prochain convoi qui devait quitter la France le 2 septembre 1943. Et chaque convoi qui quittait la France devait être d'un minimum de 1000 personnes. Et à l'époque, comme il y avait eu entre juillet 42 et juillet 43, il y avait eu énormément de déportations, de transports, et il n'avait pas toujours les 1000 personnes de disponibles. Parce que vous aviez beaucoup de femmes de prisonniers de guerre qui étaient internées dans ce camp de Drancy, mais qui n'étaient pas déportables à l'époque, elles étaient encore protégées par la Société des Nations. Vous aviez des gens qui étaient d'origine étrangère, mais de pays qui combattaient avec l'Allemagne, donc ils n'étaient pas déportables. Donc pour faire le transport de 1000 personnes, ils ont été faire une rafle dans une maternité qui dépendait de la Fondation Rothschild,
où ils ont arrêté des femmes qui venaient d'accoucher. Et à côté, il y avait une maison de retraite où ils ont sorti pas mal de vieillards pour compléter ce transport qui devait partir le 2 septembre 1943. Alors vous dire, on nous a emmenés à la gare de Bobigny. Et là, il y avait un train très long, avec énormément de wagons à bestiaux. Ils nous ont fait monter dans ces wagons à bestiaux à 700, non, qu'est-ce que je raconte, à 70-80 personnes par wagon, en voyant entasser dans des wagons à bestiaux qui contiennent à peu près 40 personnes. Vous voyez un petit peu comment on pouvait être entassé. Ils nous ont mis un seau avec de l'eau, parce que le 2 septembre, il faisait encore très chaud, et ils nous ont mis un tonneau pour les besoins hygiéniques. Et le train est parti. Alors, vous dire dans quelles conditions nous avons effectué ce voyage, parce que le premier jour, évidemment, le seau, tout le monde avait soif. Alors, il a été vidé. La première nuit, les bébés ont commencé à hurler, les vieillards, les personnes âgées ont commencé à tomber par terre parce qu'ils tenaient pas debout, puis il y en a beaucoup qui sont morts pendant ce voyage. Enfin, je peux pas. C'est difficile de vous raconter les 3 jours que nous avons vécus. Le tonneau des besoins s'était répandu. Alors, vous voyez les excréments par terre. Enfin, vous voyez dans quel état nous sommes arrivés quand le train s'est arrêté. Les portes se sont ouvertes. On s'est trouvé sur un camp, sur un quai énorme, un quai en béton, où là, les Allemands ont ouvert les portes. Et c'est là que j'ai vu les premiers Allemands avec les chiens. Et les capots qui sont arrivés, qui étaient donc en uniforme rayé, qui sont arrivés à coups de matraque pour nous faire descendre de ces wagons. Alors vous savez, pour faire descendre 1000 personnes, qui étaient complètement ahuris, sans boire ni manger dans les conditions dans lesquelles on avait voyagé. Donc ils ont réussi à coups de matraque à faire descendre tout le monde. Il a fallu descendre des personnes qui étaient mortes pendant ce voyage, les aligner sur le quai, et ensuite ils nous ont mis par groupe. Et au bout du quai, il y avait des camions avec une croix rouge. Et il y a un Allemand qui est arrivé avec un haut-parleur, qui parlait très bien français d'ailleurs, et qui a dit que les femmes, les enfants, les gens qui étaient fatigués devaient monter dans les camions, parce que le camp de Birkenau, où nous devions aller, était à quelques kilomètres, et que pour les personnes fatiguées ou âgées, ça devrait leur faciliter leur arrivée. Alors évidemment, les 3 quarts, presque tout le monde s'est précipité vers ces camions, et finalement, il y a, comment ça s'appelle, les femmes allemandes là, qui étaient en uniforme là, sont venues nous encercler un groupe de femmes, et puis de l'autre côté un groupe d'hommes en disant vous restez là, vous ne bougez pas. Bon, toutes les autres personnes sont montées dans les camions et nous sommes restés sur place. Et au bout d'un moment, à l'autre bout du quai, il y avait 3 Allemands qui étaient là et ils nous ont dirigés une par une pour défiler devant ces 3 Allemands. Et c'est ce qu'on a compris, que c'était une première sélection. C'est-à-dire qu'ils ont fait 2 files, alors ils nous regardaient des pieds à la tête, et avec une baguette, il y en a un qui faisait un signe, un à droite, un à gauche. Bon. Et puis finalement, ils ont fait la même chose du côté des hommes, et on a été sélectionnés à 106 femmes pour entrer dans le camp de Birkenau, enfin pour travailler. Et toutes les autres ont été dirigées vers les camions, et la même chose du côté des hommes. Donc une fois que tous les camions étaient pleins, les camions sont partis, et nous sommes partis à pied, en direction du camp de Birkenau. Et quand nous sommes arrivés à l'entrée du camp, évidemment, quand les portes se sont ouvertes, alors là, on a vraiment cru rentrer dans l'enfer parce qu'il y avait de la fumée partout. Ça sent une odeur qu'on n'arrivait pas à discerner. On avait les chiens qui nous encadraient, bien sûr, qui aboyaient, mais enfin qui étaient tenus en laisse par les Allemands. On voyait des cadavres le long de l'allée centrale. On voyait des capots qui couraient après des gens qui avaient l'air de vrais squelettes, et on se disait c'est pas possible, dans quel endroit on est arrivé. Finalement, on nous a emmenés dans une baraque, et là on nous a dit de nous déshabiller, qu'on allait prendre une douche. Alors effectivement, comme on était sélectionnés pour le travail, on a pris une douche, enfin une douche froide, enfin on n'avait ni serviette ni savon, puisque tous les bagages étaient restés sur le quai. Et puis une fois qu'on est sorti de la douche, ils nous ont emmenés dans une autre baraque, où là, il y avait des femmes qui étaient assises derrière un bureau,
et qui ont commencé à nous raser entièrement. Et ils nous ont tatoué un numéro sur le bras, en nous disant que maintenant nous n'avions plus d'identité et que de l'instant où on était interpellé dans le camp, il fallait qu'on donne notre numéro. Alors le numéro, il fallait qu'on l'apprenne en allemand. Et les chefs de bloc, qui étaient les trois quarts étaient des Polonaises, voulaient qu'on l'apprenne aussi également en polonais. Vous savez, quand vous parlez ni l'allemand ni le polonais, pour apprendre en si peu de temps un numéro à 5 chiffres, c'est pas évident. Alors, il y en a une qui passait dans les rangs et au hasard, elle a interrogé une femme en disant comment tu t'appelles? Vous savez, quand on vous dit comment tu t'appelles, vous venez d'arriver, vous donnez votre nom. Elle était matraquée immédiatement. Fallait qu'elle donne son nom, son numéro en allemand, du fait qu'on n'avait plus d'identité. Vous savez, dans ces conditions-là, on apprend vite. Alors on a été ensuite, alors on leur a demandé, mais enfin les gens qui étaient avec nous dans les camions, à quel moment on va les retrouver? Alors là ils nous ont dit, vous regardez par les fenêtres. Alors évidemment il y avait déjà... je crois que ça va être très abrégé, je crois qu'il me reste plus que 10 minutes. Enfin finalement, j'ai l'impression que s'il y a déjà eu des témoignages dans les écoles, la vie de l'intérieur du camp, tout le monde la connaît, on dit tous la même chose. Je voudrais juste vous parler d'une chose assez exceptionnelle qui m'a donné vraiment le devoir de témoigner. Au bout de quelques mois, j'ai travaillé donc en plein hiver dans les chantiers. Et au bout de quelques mois, nous avons le droit d'entrer dans les latrines. C'était les endroits où on avait besoin de faire nos besoins. C'était des grandes baraques où il y avait des centaines de trous. Et là, on avait la permission d'aller, puisque tout le monde avait la dysenterie, on avait la permission d'aller dans les toilettes. Et là, à chaque fois qu'il y avait des Françaises qui entendaient qu'il y avait un transport qui arrivait de France, venaient dans ces toilettes pour venir au renseignement. Et un soir, en janvier 45, j'ai retrouvé ma sœur, qui avait été arrêtée avec ma tante, et j'ai retrouvé ma sœur dans ses toilettes, si vous voulez. Alors quand elle l'a vu, évidemment, les retrouvailles ont été très très pénibles. Ça a été quelque chose d'épouvantable. D'ailleurs, je l'ai pas reconnue dans l'état où elle était, parce qu'elle avait été déportée en février 43. Ça faisait déjà quelques mois qu'elle y était. Et quand elle m'a demandé où je travaillais, que je travaillais dans les chantiers extérieurs, elle savait très bien qu'on ne pouvait pas passer un hiver dans les conditions où on travaillait. Donc, elle avait fait la connaissance d'une Belge qui s'appelait Mala, qui était interprète dans les bureaux allemands, comme elle parlait plusieurs langues. Elle a réussi à me faire changer de commando pour ne pas travailler dehors. Donc, on a travaillé là pendant quelques temps. Ensuite, on nous a remis dehors en 44 pour défaire les lignes de chemin de fer qui étaient sur ce fameux quai à 2 ou 3 kilomètres du camp, pour les faire arriver en 44 à l'intérieur du camp. Alors on a charrié ces rails de chemin de fer pendant des mois en 44 pour les ramener à l'intérieur du camp. Comme ça, quand il y a eu les premiers transports des Hongroises qui sont arrivés, comme ça les transports arrivaient directement devant les crématoires. Et alors bon, je suis resté quelque temps avec ma sœur, malheureusement dans l'état où elle était. Un jour à l'appel, elle n'a pas pu sortir parce que les gens qui n'allaient pas à l'appel l'après-midi, il y avait les camions qui les emmenaient directement au crématoire. Et là, quand j'ai vu que ma sœur ne sortait pas à l'appel, je suis rentré dans la baraque et puis lui dis Fanny, il faut sortir, tu sais ce qui va arriver. Alors elle m'a dit j'en peux plus. Et là elle m'a pris dans ses bras, elle m'a dit écoute, pour moi c'est fini. Elle me dit si toi tu es jeune et tu as encore la force de tenir, tiens le coup. Tiens le coup, promets-moi que si tu as la chance de revenir, promets-moi de raconter ce qui nous est arrivé pour qu'on ne soit pas les oubliés de l'histoire. Elle dit parce que c'est pas possible d'avoir survécu comme on a vécu, que personne dans le monde entier ne sache pas ce qui nous est arrivé. Et elle pouvait à peine parler et elle m'a fait 10 fois, elle m'a répété la même phrase, surtout n'oublie pas de raconter ce qui nous est arrivé. Et puis finalement, quand je suis revenu le soir du travail, elle n'était plus là. Alors là, ça a été vraiment une catastrophe. Bon, je suis resté dans ce camp jusqu'en janvier 45, ça faisait 16 mois pour survivre dans ce genre de choses. Et là, c'est là où on nous a, le 27 janvier,
Le 17 janvier au matin, on nous a fait mettre à l'appel, on nous a fait sortir du camp, et c'est ce qu'on a appelé la marche de la mort, hein. Donc on a marché comme ça jour et nuit pendant 3 jours. Je suis désolé parce que je sais même plus quoi vous raconter avec le peu de temps qui reste. Non mais enfin... Bon, donc on a marché pendant 3 jours, et puis ceux qui sortaient des rangs, les Allemands mettaient une balle dans la tête et les laissaient au bord de la route. Alors vous savez, on en a laissé du monde sur le bord de la route. Alors on est arrivé au bout de 3 jours dans une gare de triage. Alors pour vous dire, quand vous avez déjà passé 16 mois, parce que je suis resté, je crois que c'est une des plus anciennes à être restée si longtemps au camp de Birkenau. Parce que entre-temps, les derniers convois qui arrivaient étaient restaient quelque temps à Birkenau, peut-être 1 mois, et ils les envoyaient dans les usines travailler en Allemagne, parce que comme ils avaient déjà pratiquement perdu la guerre en 1944, mais ils avaient besoin de main-d'œuvre pour les usines d'armement. Donc le camp se vidait petit à petit, mais ils envoyaient les gens travailler à l'extérieur, si vous voulez, dans les usines d'armement. Et nous, on est restés jusqu'à la fin. Donc, au bout de cette marche de la mort, je vous dis qui portait vraiment son nom, on est arrivé dans une gare de triage où là, on nous a mis dans des wagons à bestiaux, mais des wagons découverts. Alors évidemment, là, il neigeait, parce que, vous savez, le 17 janvier 1945 en Pologne, ça descend à -20, -25, la température. Dans l'état où on était, vous savez, il n'y en a pas beaucoup qui sont arrivés à destination. Et là, on nous a mis dans des wagons découverts, où on a voyagé pendant 2 jours. On est arrivé au camp de Bergen-Belsen. Alors là, quand on est arrivé dans ce camp de Bergen-Belsen, c'était un véritable mouroir, avec des épidémies de typhus. Il n'y avait plus de place dans les baraques, parce que les Allemands n'évacuaient même plus les cadavres. Enfin, finalement, j'y suis resté très peu de temps dans ce camp de Bergen-Belsen. Il y avait encore des entreprises allemandes qui venaient chercher de la main-d'œuvre pour travailler dans les usines, dans le centre, dans le sud de l'Allemagne, qui n'étaient pas encore libérées. Et au bout de quelques temps, ils ont sélectionné 200 femmes pour aller travailler dans ces usines en Allemagne. Alors on nous a remis dans des wagons à bestiaux, et là on a voyagé à peu près pendant 1 semaine. Alors au bout de 2 jours, ils ouvraient les wagons pour faire sortir les personnes qui étaient mortes pendant ce temps-là. On restait sur la voie de garage, on repartait, enfin ça a duré comme ça 1 semaine. Et alors il y avait le problème, c'est que les Alliés bombardaient les lignes de chemin de fer d'un côté, les Russes de l'autre, et nous on était enfermés dans ces wagons à bestiaux sur des voies de garage. Alors on se disait, pourvu que ça ne tombe pas dessus, d'avoir survécu si longtemps et puis de se faire bombarder par les Alliés. Enfin finalement le train est reparti et nous sommes arrivés au camp de Flossenbürg, dans le sud de l'Allemagne. Et là on a été envoyé dans un commando qui dépendait du camp de Flossenbürg. On y est resté enfin ça devait être dans le courant du mois de février-mars 1945. Et là, on était dans ce camp. Évidemment, on a été travailler quelques jours dans cette fameuse usine d'armement, mais pendant la nuit, l'usine a été bombardée. Donc, on s'est retrouvé bloqué dans ce camp, dans ce petit camp qui dépendait du camp de Flossenbürg, où là, on nous faisait faire des corvées toute la journée, de moins en moins nourris. Alors, on se disait, c'est pas possible. Comment on peut pas aller plus loin, puisqu'on se rendait bien compte que tout le temps, toute l'Allemagne était pratiquement bombardée. Presque tous les camps avaient été libérés. Et ils ont quand même réussi, vous voyez, les transports des Juifs étaient prioritaires, parce qu'ils ont quand même réussi à retrouver encore un train pour nous retirer de ce camp et nous envoyer au camp de Mauthausen, en Autriche. Alors on est arrivé au camp de Mauthausen fin mars, début avril. Et là, on nous a mis sur la place d'appel du camp de Mauthausen en nous disant de nous déshabiller, que nous allions prendre une douche. Alors là, on a dit, non, n'est pas question, la douche, on connaît. On savait ce que c'était. Alors on a dit, on reste là, si on doit mourir debout, mais sur la place d'appel. Il n'est pas question d'aller dans une douche. Alors finalement, ce n'était plus des Allemands, c'était plus des SS qui nous gardaient. Ils avaient recruté des personnes d'un certain âge pour remplacer les SS qu'ils avaient envoyés au front. Alors ils nous disaient, non, c'est des vraies douches, vous êtes couverts de vermine, il y a des épidémies de typhus. Bon, on a dit, c'est pas la peine, on reste là, on ne bouge pas. Et puis au bout d'un certain temps, voyant qu'on ne bougeait pas, ils nous ont propulsés
en contrebas de ce camp de Mauthausen où il y avait 2 ou 3 baraques qui étaient vides. Donc on nous a mis dans ces baraques où on avait l'appel tous les matins, mais on n'en est jamais sorti. Hein. Le camp était encerclé, c'était un petit camp. Alors de temps en temps, ils nous venaient nous porter de la nourriture. On est resté comme ça dans ce camp jusqu'au 5 mai 1945. Le 5 mai 1945, c'était un samedi. On a eu l'appel le matin encore, comme si de rien n'était. Et à 1h de l'après-midi, on était sortis dans l'espace devant le camp. On a vu sur la forteresse de Mauthausen qui est en hauteur, un drapeau blanc. On a vu descendre des hommes qui couraient avec leurs costumes rayés, on les reconnaissait de loin, qui couraient vers nos baraques en nous disant « Ne restez pas là, les Allemands ont ouvert le camp, ils sont partis, mais ils ont dit qu'ils allaient revenir et qu'ils allaient tuer tout le monde pour pas laisser de survivants. » Alors il dit « Ne restez pas dans vos baraques parce que ils vont revenir. » Alors il dit, allez vous cacher. Vous savez, dans l'état où on était, allez vous cacher où? Alors finalement, moi j'avais fait la connaissance d'une jeune fille au camp de Drancy, et on s'est jamais quitté. On a été les 2 seules survivantes. D'ailleurs, vous connaissez, Madame Serfati connaît une de ces petites filles de cette dame qui est avocate également. On a été les 2 seules survivantes de ce convoi de 1000 personnes. On a été les 2 seules survivantes, on ne s'est jamais quittés. Alors finalement, le matin, moi, je tenais plus sur mes jambes. Elle m'a sorti de force de la baraque pour aller à l'appel. Et l'après-midi, à 1h de l'après-midi, quand on a vu arriver ces hommes en disant « Cachez-vous, ne restez pas dans le camp », elle m'a dit « Viens, on va sortir ». Et on est parti à une dizaine de femmes. On s'est retrouvés dans un petit bois. Alors on prenait des petits chemins, vous savez, pour pas se faire remarquer, parce que comme les Allemands s'étaient mis en civil, hein, on ne savait pas comment ils étaient. On a marché peut-être pendant 1 kilomètre et on est arrivé devant un bâtiment qui était un ancien couvent qui avait été transformé en hôpital militaire pour les SS qui avaient été blessés. Et devant la porte de ce couvent, il y avait des prisonniers de guerre français qui étaient là depuis en tant que prisonniers de guerre et qui servaient comme garde-malades ou enfin comme assistants dans les hôpitaux. Donc ils nous ont ramassés. Ils nous ont emmenés dans leur baraque qui était dans le fond du jardin. Ils ont essayé de nous nourrir, mais on pouvait plus rien avaler. Et le 8 mai, il y a eu donc la fin de la guerre. Donc les Américains sont arrivés et ils ont occupé cet hôpital. Et là, les soldats ont été les trouver en disant on a récupéré quelques femmes, on ne sait pas quoi faire, elles sont en train de mourir. Donc la chance qu'on avait, c'est que dans les armées, il y a toujours des médecins militaires. Ils sont venus nous chercher. Alors là, évidemment, ils ont commencé par nous désinfecter, de prendre une douche, d'essayer de nous nourrir, passer une visite médicale et on avait attrapé le typhus. Alors on est resté pendant 3 semaines dans cet hôpital militaire où on a été soigné par les médecins militaires et quand on était à peine remis sur pied, on a été rapatrié sur Paris. Donc avec mon amie Marie, on était les 2 seules femmes dans un avion, une forteresse volante américaine. On nous a débarqués au camp de Villacoublay, où là un car est venu nous chercher, nous a emmenés à l'hôtel Lutetia. Alors quand on est arrivé à l'hôtel Lutetia, il y avait des milliers de gens devant l'hôtel Lutetia avec des affiches, avec des photos. Est-ce que vous connaissez un tel? Nous, on tenait à peine sur nos jambes, on était complètement abrutis, on réagissait même plus. Hein. Et une fois qu'on est rentré dans l'hôtel Lutetia, on a commencé par nous désinfecter. Alors là, au DDT, alors comme on avait encore les cheveux rasés puis des plaies sur la tête, je vais vous dire, on a été bien reçus là. Et puis ensuite, on a passé une visite médicale sommaire. Ceux qui étaient trop malades ont été envoyés dans les hôpitaux. Et puis après, ils ont fait rentrer les gens qui étaient dehors, parce qu'il y avait des fiches qui étaient placardées avec les gens qui arrivaient. Et mon amie Marie, elle a eu de la chance, elle avait été fiancée avant la guerre. Son fiancé venait régulièrement à l'hôtel Lutetia. Il a récupéré donc mon ami. Mais moi, j'avais 17 ans à l'époque et la majorité était à 21 ans. Mais comme moi, personne n'est venu me chercher puisqu'il n'y avait plus personne de ma famille, je suis resté bloqué dans cet hôtel Lutetia pendant 2-3 jours. Et mon ami m'avait dit, bon, quand tu sortiras de l'hôtel Lutetia, si tu ne sais pas où aller, bah, tu viens chez moi. Elle m'a donc laissé son adresse où elle habitait. Alors, au bout de 48 heures, il y a l'OSE qui est venu nous récupérer.
Il nous a ramenés de nouveau dans un orphelinat. Vous savez, j'avais 17 ans avec tout ce que j'avais supporté. Je me voyais pas rester dans un orphelinat avec des gosses qui hurlaient toute la nuit parce qu'on leur avait dit que la guerre était finie, que les parents allaient revenir les chercher. Alors ça a été quelque chose d'affreux, j'ai dit je vais pas rester là-dedans, je suis parti et je suis donc retourné chez mon amie. Je suis resté chez elle pendant quelques mois. On a vécu ensemble pendant quelques mois, mais enfin vous savez, je lui ai dit oh bah écoute, on va retourner dans mon quartier voir si peut-être des membres de ma famille sont venus. Évidemment, on n'a retrouvé personne et les gens venaient vers nous parce que quand je suis revenu, quand les Américains nous ont pesé, je pesais plus que 32 kilos. Alors, vous savez, 32 kilos avec les cheveux rasés, on était vite reconnaissables. Alors les gens venaient vers nous en nous demandant qu'est-ce qui vous est arrivé, racontez-nous. Et quand on a commencé à raconter nos histoires, ils nous ont dit que c'était pas possible, que c'était pas vrai, qu'on était devenus folles, qu'on était des menteuses. Enfin, on nous a traités de tous les noms. On lisait l'incrédulité dans leurs noms et ils pensaient que vraiment on racontait n'importe quoi. Et puis finalement, il y en a un, je me souviens, un monsieur qui nous a dit vous êtes revenus si peu nombreux, vous, qu'est-ce que vous avez fait pour venir et pas les autres? Alors finalement, on a été culpabilisés d'être revenus. Alors on s'est replié sur nous-mêmes parce qu'on n'avait personne à qui parler. Puis à l'époque, évidemment, il y a eu beaucoup de prisonniers politiques, des résistants, eux qui sont venus. Ils sont venus avec tous les honneurs. Enfin, c'était tout à fait normal. Eux, ils savaient pourquoi ils avaient été déportés. Ils s'étaient engagés, ils savaient ce qu'ils risquaient. Mais nous, le seul défaut qu'on pouvait nous trouver, c'est d'être nés juifs. On n'était pas nés dans la bonne religion, c'est tout ce qu'on avait fait. Alors finalement, je suis resté avec mon amie Marie pendant quelques temps. Et puis évidemment, elle avait quand même pas mal d'années de plus que moi. Ils ont fini par se marier avec son fiancé. Puis vous savez, la cohabitation à trois dans un studio, c'était pas possible. J'ai dit, écoute, maintenant ça va aller un petit peu mieux. Je vais m'en aller, je vais me débrouiller, je vais essayer de trouver du travail. Enfin bref. Et là, il y a eu les premières associations, la FNDRP qui a commencé à fonctionner, une association d'anciens déportés. J'ai été les trouver. Ils m'ont trouvé un studio. Et puis ils ont dit vous revenez, ils ont donné un peu d'argent pour qu'on puisse survivre, et puis des tickets de réquisition dans des hôtels pour pouvoir aller dormir quelque part. Alors vous voyez, j'ai traîné la galère comme ça dans Paris toute seule, en sachant pas quoi faire de ma vie. Alors j'ai dit je vais commencer à chercher du travail, mais vous savez, quand je me présentais quelque part, on me demandait des références. J'ai quitté l'école à 12 ans, qu'est-ce que vous voulez que je donne comme référence? Puis vous savez, ni psychologiquement ni physiquement j'étais capable de faire quoi que ce soit. Alors finalement, au bout d'un moment, j'en ai eu marre, et puis j'ai fait une très forte dépression. J'ai été hospitalisé quelque temps dans un hôpital spécialisé, où là, évidemment, à l'époque, c'était des drogues pour vous faire dormir. Et puis au bout de quelques temps, quand j'ai commencé à aller mieux, je dis j'ai quitté l'hôpital, je suis retourné dans mon studio, puis j'ai recommencé à chercher du travail. Et puis finalement, un jour, j'ai trouvé une annonce dans un journal où il demandait une vendeuse dans un magasin de couture. J'ai quand même encore essayé. Alors là, je me suis présenté, il y a une dame qui était très gentille qui m'a reçu, et bien sûr qui a commencé par me demander des références. Je lui ai dit, écoutez, je n'en ai pas. Puis je lui ai raconté un petit peu ce qui m'est arrivé. Elle me dit, écoutez, moi je suis la directrice, je peux pas prendre d'initiative, je vais en parler au patron, revenez demain si vous voulez. Alors je suis revenu le lendemain, elle me dit, écoutez, on va vous prendre à l'essai pour une semaine, est-ce que vous pouvez faire de la manutention? Alors ça, évidemment, c'était dans mes possibilités. Alors j'ai commencé pendant une semaine à faire de la manutention, et à la fin de la semaine, il y a une vendeuse qui est tombée malade, qui n'est pas venue travailler, et la directrice m'a demandé si je voulais la remplacer. Alors je lui ai dit, oui, bien sûr, je vais essayer. J'avais jamais fait de vente. La seule chose que je savais encore à l'époque, c'était de parler à peu près correctement. Donc j'ai commencé à travailler et je suis resté 8 ans dans ce magasin. Alors évidemment, j'ai commencé à reprendre ce qu'on peut appeler une vie à peu près normale. Enfin, c'était pas évident. La journée, j'avais les collègues, j'avais mon travail. J'étais occupé, mais le soir, vous savez, quand on se retrouve tout seul, c'est pas facile. Et puis j'avais des collègues, il y en a une à un moment qui m'a dit tiens, je pars en vacances au mois de juillet. Elle dit je pars avec une amie, ils avaient loué quelque chose du côté de Nantes, à Saint-Brévin-les-Pins. Je termine. Elle me dit tu pars en vacances. J'ai dit non, je pars pas en vacances. Et puis cette amie s'est décommandée, elle me dit est-ce que tu veux venir avec moi, parce qu'elle avait trouvé une location. Donc je suis parti avec elle en vacances, et c'est là que j'ai connu mon mari.
Je me suis marié, j'ai eu 3 enfants, j'ai 6 petits-enfants et j'ai 6 arrière-petits-enfants. Et pour moi, j'ai essayé de recommencer une vie normale. Et ça n'a pas toujours été évident, ni pour mes enfants, ni pour mon mari. Mais enfin, on a quand même... j'ai estimé que j'avais quand même fait une belle réussite avec tout ce qui m'était arrivé. Alors maintenant, écoutez, j'avais encore des choses à raconter, mais c'est pas possible, c'est trop long. Je voulais simplement vous lire, si vous permettez, un petit poème. Un petit poème qui a été écrit par un enfant qui a été caché pendant la guerre et qui a été pris pendant la rafle du Veldiv. Et ça s'appelle « Raconte mon histoire ». Raconte mon histoire, car moi je ne peux pas. J'étais enfant alors, ça fait longtemps déjà. On habitait Saint-Paul. Mon nom c'était Maurice. Papa était ailleurs, maman était nourrice. Chez nous c'était petit, mais on y était bien. J'avais plein de cahiers, je ne sais pas combien. Papa était très fier, car j'y dessinais tout. Pendant que lui cousait, ses cheveux étaient roux. Raconte mon histoire, car moi je ne peux plus. Maman était très belle. Elle aurait voulu qu'après, une fois grand, je devienne docteur. Ils ont sonné très fort, et elle m'a dit « n'aie pas peur ». Dis bien comment ils ont enfoncé notre porte. Ils voulaient qu'on s'habille vite et puis qu'on sorte. Maman criait très fort, alors ils l'ont frappé. Et dans la rue en bas, le bus nous attendait. Papa voulait savoir où on nous emmenait, mais l'agent l'a poussé, l'a fait tomber. Au Veldiv, tu le sais, toi, alors dis-leur, tous ces gens entassés qui avaient très peur. Moi, je ne pourrais pas, c'était il y a longtemps. Je bouchais mon nez dans ces WC dégoûtants. On avait soif, pas d'eau. Ma sœur Rebecca s'était évanouie dans les bras de papa. Toi qui n'étais pas né en ce temps-là, dis-leur, tu n'étais pas monté dans ces bus de malheur. Ils ne t'avaient pas vu. Donc tu étais sauvé. Et alors maintenant, à toi de raconter. Fais-le pour moi et pour mon père et pour ma mère, pour Rebecca aussi et ceux qu'ils ont fait taire. Pour mon ami pianiste, le petit Nathaniel qui ne jouera jamais à la salle Playel. Pour tous les camarades avec qui je jouais dans le jardin d'enfants, enfants qui promettaient de devenir docteurs, comptables ou musiciens, mais qu'ils ont entassés dans ces infâmes trains. Tu dois la raconter, mon histoire, promets. J'ai même pas 5 ans. Et puis comment parler quand ma mère me serre très fort contre son sein, et puis que je suis mort avec elle dans ce train. Alors maintenant, je voudrais envoyer un message pour les jeunes, si vous permettez. Aujourd'hui, je voudrais lancer un appel solennel en faveur de la paix. Les guerres actuelles ne se déclenchent pas seulement pour des raisons politiques, mais si l'on s'en réfère aux conflits qui ensanglantent le monde actuel pour des causes idéologiques, ethniques ou religieuses, elles éclatent parce que les gens n'ont pas la même couleur de peau ou la même religion. Nous ne sommes plus qu'une poignée de survivants. Et c'est à vous les enfants que je m'adresse maintenant. Lorsqu'on n'aime pas son voisin parce qu'il n'est pas tout à fait pareil à vous, cela s'appelle du racisme. Et c'est ce racisme qui a conduit à la déportation de millions de personnes innocentes. C'est au nom du racisme que les pires horreurs ont été commises. Tous les enfants du monde sont pareils à vous. Je compte sur vous pour que lorsque nous ne serons plus là, nous qui avons connu les camps et pouvons certifier qu'ils ont bien existé, vous fassiez preuve de tolérance et que vous reconnaissiez le droit à la différence. Je le répète, ne vous laissez pas entraîner sur cette voie qui est celle du racisme et de la xénophobie, c'est-à-dire la haine de l'étranger, car elle conduit aux crimes les plus horribles. Acceptez d'être différents les uns des autres. Nous vous faisons confiance, vous êtes notre avenir, ne nous décevez pas. Faites preuve de tolérance, de compréhension, si vous voulez continuer à vivre dans un monde de paix. Vous vivez en France, dans un pays démocratique, alors essayez de la protéger le plus longtemps possible.